Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter différentes choses, mais on va commencer par les projets de recherche qu'on a fait au champ en 2021. Après ça, je vais vous parler d'une des sondes qu'on est présentement en train de développer dans l'équipe agronomique. Donc, c'est quoi cette sonde-là, puis comment on l'utilise. Puis finalement, je vais vous parler d'un de nos projets qu'on a au champ présentement en Californie, qui se nomme la bande bleue dynamique. Tous les projets que je vais vous présenter aujourd'hui sont tous en partenariat avec le MEI, qui est géré par le gouvernement du Québec, et par TDDC, qui est Technologie du développement durable Canada. Donc, au niveau de du premier projet que je vais vous présenter, c'est notre expérience qu'on a réalisée au champ en 2021 en houblon. Donc, on avait deux traitements qu'on comparait à ce moment-là. Le premier étant le traitement témoin, représente la pratique que le producteur avait en place en 2017, juste avant qu'on vienne installer nos appareils. Puis le second traitement, dans le fond, c'est comme toutes les connaissances qu'on a acquises au cours de ces années-là et qu'on a mis en place en 2021. Donc, les principales différences entre ces deux traitements-là, c'est que l'irrigation était gérée sous tension avec notre traitement ortho. Et pour ce qui est du traitement témoin, dans le fond, c'était une cédule d'irrigation. Donc, le champ était irrigué, par exemple, 1 heure à toutes les 6 heures, à tous les jours. Donc, il n'y avait pas de tensiomètre au champ en tant que tel, c'était une cédule. Et deuxième point, c'est qu'on faisait de la fertilisation en continu. Donc, on appliquait des fertilisants via le système d'irrigation tout au long de la saison de croissance, qui est propice à recevoir de la fertilisation. Versus en 2017, ce qu'il faisait, c'est qu'il appliquait des plus grosses doses de fertilisants, mais de manière plus ponctuelle, par exemple une fois par semaine, versus là, ce qu'on fait présentement, c'est de l'appliquer à chaque irrigation, donc tout au long de la saison. Donc, le tableau que vous voyez, ça présente un peu les grands résultats de cette expérience-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la quantité d'eau qu'on a appliquée, on a réussi à venir réduire cette quantité d'eau-là de 39 % en gérant avec des tensiomètres. Donc, on démarre l'irrigation à partir d'un certain seuil de tension versus gérer sous cédule. Au niveau de la quantité d'azote qu'on a appliquée, on a réussi à venir réduire cette quantité-là de 10 %. Donc, avec la fertilisation en continu, en répartissant mieux l'apport d'azote au courant de la saison, on est venu le réduire de 10 %. Puis, les effets que ça a eu, c'est cette gestion-là sur le rendement. On voit qu'on a réussi à l'augmenter de presque 29 %, donc 28,5 %. La p-value que vous voyez à droite complètement, dans le fond, c'est qu'en bas de 0,05, on considère que cette augmentation de rendement-là est significative. Donc, elle n'est pas due au hasard, mais c'est vraiment l'effet du traitement qu'on est capable de distinguer ici. Les deux derniers points, c'est la productivité de l'eau qui a augmenté de 110 % et la productivité de l'azote qui a augmenté de 43 %. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ces chiffres-là de productivité, c'est la quantité d'eau, par exemple, combien de kilos de rendement on va produire par litre d'eau qu'on a appliqué. Donc, pour l'azote, c'est un peu le même principe. C'est toujours l'unité, tu produis une unité de rendement avec combien d'unités d'azote, si on veut. Donc, quand tu es beaucoup plus efficace dans ta gestion de l'eau, ça va te prendre moins d'eau pour produire plus de rendement. Même chose pour l'azote dans ce cas-ci. Donc, c'est ça pour ce qui est de notre expérience en houblon. Au niveau de la pomme de terre, maintenant, notre deuxième expérience au Québec en 2021. Encore une fois, on avait deux traitements. Un traitement témoin qui représentait un apport d'azote normal. Dans le fond, c'est ce qui fait, c'était son plan de fertilisation pour son champ cette année-là. Et on avait comme deuxième traitement une réduction de 19 % de l'apport en azote. Donc, on est venu couper la dose d'azote que le champ était supposé recevoir. Donc, on peut voir encore une fois dans le tableau en bas, les p-values, c'est la même chose. Quand on est en bas de 0,05, on considère que c'est significatif. Ici, on en voit une qui est à 0,1, qui est le rendement, justement, qu'on a augmenté de 11 % avec la réduction d'azote. Mais
avec une valeur de P de 0,1, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une certaine tendance qui pointe vers un effet de ce traitement-là. Donc, c'est le traitement qui aurait causé cette augmentation de rendement-là de l'ordre de 11 %. Mais il y a un effet potentiellement aussi du hasard, simplement dû à la variabilité dans le champ. Donc, ce n'est pas significatif à cette étape-ci. Donc, au niveau du rendement, on n'a pas de différence significative en tant que tel. Même chose pour le nombre de tubercules par plant. Donc, on voit il y a 16 % plus de tubercules, mais encore une fois, c'est potentiellement dû au hasard ou à la variabilité du champ, tout comme le poids des tubercules qui, lui, était 5 % inférieur. Donc, comme on le voit pour ces trois premiers-là, le fait de réduire l'azote de 20 % au champ n'a pas eu d'effet vraiment sur le rendement, ce qui est tout de même un résultat qui est très positif parce que ce qu'on a montré, c'est qu'on va utiliser moins d'azote, mais on va quand même réussir à produire la même quantité de pommes de terre. Finalement, le dernier, comme pour le houblon, c'est la productivité de l'azote, donc le rendement qu'on est capable de produire avec une unité d'azote. Donc, lui, il a augmenté de 37 %. Donc, on a besoin, comme je viens de le dire, moins d'azote pour la même quantité de rendement. Et ça, c'est un résultat qui est significatif. Maintenant, je vais vous présenter une de nos sondes qui est présentement en développement. Donc, elle s'appelle la sonde nitrate. Vous voyez la photo qui est ici de notre dernier prototype, qui était au champ d'ailleurs en 2021 dans les expériences que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette sonde nitrate-là? C'est qu'elle vient mesurer la quantité de nitrate qui est présente dans la solution du sol. Donc, les nitrates, c'est la principale forme d'azote qui est assimilée par la plante. Ici, j'ai mis une petite note dans le bas, là, dans le cas de la canneberge, ce n'est pas vrai, donc à noter. Mais pour la majorité des plantes, l'azote va être la principale forme, les nitrates, désolé, va être la principale forme d'azote qui va être assimilée par la plante. Puis nous, ce qu'on vient mesurer avec cette sonde-là, c'est vraiment la disponibilité pour la plante dans le sol. Donc, quand on fait des applications de fertilisation, on se base souvent sur la quantité d'azote total qui est contenue dans le sol, mais il y a juste une infime partie de cet azote total-là que la plante va réellement pouvoir utiliser pour croître. Donc, cette sonde-là, en plus de nous donner des mesures en continu, elle peut nous permettre de venir prendre en compte la minéralisation de la matière organique, puis les apports réels de nos fumiers et de nos engrais. Donc, on sait que ça peut venir libérer des nitrates de manière plus ou moins rapidement, ces apports de fertilisation-là. Donc, avec une sonde nitrate, on est vraiment capable de le voir en continu, puis de venir appliquer un correctif aux besoins si on a besoin si on voit que la plante est en carence de nitrate ou elle pourrait être en excès, par exemple, fait que ça pourrait nous dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'une fertilisation supplémentaire à ce moment-là. Comme je l'ai dit aussi, c'est une sonde qui est toujours en développement, donc c'est seulement des prototypes. Ce n'est pas une sonde qui est offerte commercialement pour le moment, mais c'est ça. Dernier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le projet de la bande bleue dynamique. Donc, c'est un projet qui se déroule en Californie, en amande. Donc, on le voit à droite de l'image. On a 7 traitements différents pour ce projet-là. Aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur 2 traitements. Donc, qui est le traitement humide, qui est la recommandation actuelle pour l'amandier, donc une zone bleue de entre 10 et 40 kPa. Puis, on vient appliquer, je vais vous présenter un deuxième traitement qui est le traitement qui est une bande bleue qui est dynamique, qui est variable dans le temps. Puis, on va comparer ces résultats-là. Donc, comme on le voit, on avait 7 traitements de 4 répétitions chacun. Donc, la bande bleue dynamique, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, ce traitement-là, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui va venir détecter de manière automatique la bande bleue. Puis, cette bande bleue, en plus de détecter la bande bleue, donc le moment où on voit un stress apparaître, cet algorithme-là nous permet de détecter aussi le niveau de stress une fois qu'il est sorti de la bande bleue qu'il va subir. Donc, quand on sort de la bande bleue, on va commencer par la plante va expérimenter un stress qui est plus faible, mais plus on va s'en éloigner, plus ce stress-là va être sévère. Donc, on est capable de savoir ça va être quand ces moments-là où que le stress va être plus intense et où il va être plus faible.
Donc, le traitement de dynamique Bluevan, de bande bleue dynamique, excusez-moi, qu'on compare ici avec le traitement humide, qui est la recommandation actuelle. Dans le fond, il s'ajuste aussi au stade de croissance. Donc, il y a des stades de croissance en amande où l'arbre va supporter un moins grand stress hydrique. Il y a d'autres stades de croissance où il va supporter un plus grand stress hydrique. Donc, comme on le voit sur l'image, plus la saison va avancer, plus on va augmenter notre bande bleue pour démarrer l'irrigation. Donc, c'est un site qui est automatisé. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on atteint la bande bleue, dans le fond, l'irrigation va partir par elle-même. Sauf à la fin de la saison, un peu avant le mois de septembre, là, on le voit, c'est pendant la période de récolte. C'est pour ça que la tension a monté à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, ce qu'on a vu de ce résultat-là, en comparant toujours la recommandation de 40 kPa avec la bande bleue dynamique, c'est qu'on a réussi à venir réduire la quantité d'eau qu'on a appliquée de 23 % sans affecter le rendement. Donc, encore une fois, en termes de productivité de l'eau, c'est un très grand gain en comparant les deux traitements. Donc, ça faisait le tour pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vois qu'il y a des questions, donc je vais y aller. Pensez-vous que la fertigation en continu pourrait être faite dans d'autres cultures? Plusieurs producteurs de fraises ont le facteur de la fertigation qui les limite sur la gestion optimale de l'eau. C'est sûr que la fertigation, si on est capable de la... L'avantage de la fertigation, c'est justement de venir diviser son apport au fil de la saison pour s'assurer que la plante va rester dans des zones de nutriments confortables. Mais le désavantage qui vient avec ça, c'est qu'on est obligé d'appliquer de l'eau en même temps. Donc, là, c'est toujours de trouver comme le moindre mal entre son application d'eau et son application de fertilisant pour essayer d'être justement le plus optimal possible. Donc, ça peut être simplement d'augmenter les concentrations de fertilisants dans son eau d'irrigation. Comme ça nous permet de faire des plus petits événements d'irrigation, mais tout de même amener nos fertilisants. Là. Donc, c'est ça. Il faut toujours essayer de balancer ça, si je peux dire. J'ai peut-être manqué, désolé si je le fais répéter, dans l'essai de pommes de terre, le traitement baisse de 19 % par rapport aux témoins. Okay, on parle d'environ 210 unités d'azote. Une dernière question, je crois. Est-ce que la sonde nitrate pourrait potentiellement être utilisée en flux continu pour quantifier la concentration de nitrate lessivée par le système de drainage souterrain? Oui, tout à fait. C'est une des choses pour laquelle on regarde, dans le fond, des marchés, si on veut. C'est le marché de l'environnement, justement, pour savoir qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce qui s'en va dans nos cours d'eau. Donc, c'est un marché que la sonde nitrate pourrait tout à fait être utilisée. Donc, très bonne question, je ne l'avais pas mentionné, mais oui. Je crois qu'il y avait quelque chose dans le chat aussi. La sonde nitrate a-t-elle été testée dans différents sols? Présentement, elle a été testée, je dirais, en termes de sites d'expérience au champ, elle a été testée chez deux de nos partenaires qui ont des sols. Dans un cas, c'est un sol assez grossier. Dans l'autre cas, c'est un sol un peu plus un loam sableux, je dirais. Par contre, à l'interne, on l'a testé dans différents sols aussi. Mais c'est sûr qu'on n'a pas couvert 100% des sols qui existent. Mais le principe de la sonde nitrate, c'est vraiment de venir mesurer dans la solution de ce sol-là. Donc, normalement, ça ne devrait pas venir affecter la mesure en tant que telle. Ça peut venir affecter possiblement le temps d'équilibre, mais pas la valeur. Allez-vous développer une sonde NH4 pour la canneberge? C'est une bonne question. Pour le moment, on n'a rien sur la table, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est envisageable aussi dans le futur. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Pour la bande bleue, est-ce que vous devez déterminer à l'avance les différents stades de croissance de la culture ou pouvoir appliquer l'algorithme à différentes cultures? Oui, est-ce que les stades de croissance sont automatiquement détectés? C'est une bonne question. Dans ce cas-ci, c'était des stades de croissance qu'on avait setés à l'avance. Donc, dans le fond, de la manière que ça fonctionnait, c'est que l'algorithme nous disait
ça serait quoi le seuil de tension de départ pour appliquer un stress faible, un stress moyen ou un stress sévère? Puis nous, on a décidé de faire matcher ces stress-là, si on veut, avec des stades de croissance. Donc, à certains stades de croissance, on appliquait un stress qui était plus sévère, mais c'est l'algorithme qui nous disait qu'est-ce que c'est en termes de tension, ce stress plus sévère-là. Puis, est-ce qu'il se transférerait à d'autres cultures? La réponse, c'est oui. Dans le fond, il prend une courbe de tension, puis je ne suis pas sûr que je l'ai mentionné, là, mais on voyait une courbe de tension qui allait à plusieurs milliers de kPa là, sur mon graphique, mais la tension n'a pas besoin d'atteindre des niveaux très élevés pour que l'algorithme détecte ça va être quoi les seuils de tension qui vont être critiques. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on utilise les données qui viennent de d'autres tensiomètres. Donc, il reconnaît des patterns de courbes, si on peut dire, puis il va être capable de prédire les niveaux de stress qui vont être encourus par la plante. J'ai une autre main levée. Bonjour. Bonjour Annie. Oui, moi j'ai une question concernant la sonde à nitrate. J'aimerais savoir, Louis-Étienne, est-ce que cette sonde-là va être développée aussi éventuellement pour la culture en serre? Oui, j'ai répondu à ta question sur le chat, mais je peux y répondre Ah, aussi. OK, je n'ai pas vu ta réponse, je m'excuse. Non, il n'y a aucun problème. Je peux répondre de vive voix aussi. Là. Comme je l'ai dit, dans le fond, on n'a jamais testé cette sonde-là dans un substrat en serre, mais normalement, il n'y aurait pas de problème. Parce que c'est vraiment un échange avec la solution qui se fait. C'est le même qu'on va venir mesurer les nitrates. Donc, peu importe le substrat, on ne devrait pas avoir de problème. Mais comme je vous l'ai dit, on ne l'a jamais testé formellement. Donc, OK. ça serait certainement à tester, mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. OK, parfait. Puis peut-être que tu l'as déjà dit, mais vous êtes encore en phase développement avec ça. Donc, vous avez une petite idée de quand ça va être sur le marché, une date, quelque chose? On espère le plus tôt possible. OK. C'est sûr que ça ne sera pas la saison 2022, ça c'est OK. certain, mais c'est ça, on espère que ça va être le plus tôt possible. Tu sais, si on commence à en parler tout de suite, c'est qu'on a espoir que prochainement, on puisse être capable de l'offrir à nos clients. OK, parfait. On jase, là. Ouais. Juste entre nous autres, là. Est-ce que ça serait une possibilité, justement, de faire des essais en serre pour vérifier, justement, que tout fonctionne bien puis que c'est adapté à différentes grosseurs de peau, à différents types de substrats, à différents tout, finalement, là? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable d'avoir un partenariat pour le vérifier? Oui, c'est quelque chose qui serait envisageable. Je dirais notre plus gros limitant à court terme, c'est la disponibilité des sondes, mais l'avantage de la serre, c'est sûr que c'est qu'on est comme offset. Ben, on peut être offset avec la saison en champ. Fait que si tu veux, tu peux peut-être m'envoyer un courriel, puis on pourrait en discuter d'un possible partenariat justement pour venir faire des postes. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Là, oui, effectivement. Parfait. Fait que oui. Tu vas recevoir un courriel de ma part. J'imagine que ton adresse courriel doit être quelque part dans la présentation. Oui. Ah, là, oui, je la vois. Merci, je la prends en note. Merci, Caroline. Parfait, merci beaucoup. C'était super intéressant. Bonne fin de journée. Merci. Donc, encore merci beaucoup de votre présence. On se dit à bientôt parce que la saison, elle s'en vient. On se prépare. Nous, on est prêts. On est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai laissé en bas dans la bande nos différents numéros de contact. Donc, pour la vente, le support technique, le support agronomique et aussi au niveau de la facturation. Encore une fois, n'oubliez pas de nous contacter pour planifier l'installation 2022. Donc, on prend en charge l'installation, mais pour les gens, étant donné que les printemps ne sont pas toujours pareils, ben, on s'attend que vous nous appelez pour faire des ajustements. Donc, on vous souhaite une bonne saison. Présentement, je crois que je ne vois pas de questions. J'ai une main levée et je vais laisser laisser rentrer. Salut, Mitch. Oui, bonjour. Colin, je suis en retard comme il faut. Là. Je viens juste de brancher. Je suis en route pour le sud de l'Ontario.
Je me demandais si ça a été enregistré, les sessions, ça fait que j'ai tout manqué. Non, on l'enregistre. C'est une bonne question. J'aurais dû le spécifier en conclusion, mais oui, l'événement a été enregistré, Mitch. Puis quand on va avoir le temps ça ne devrait pas être trop long, mais on va envoyer un courriel à tout le monde avec le lien des vidéos. Fait que tu pourras l'écouter. Super. Fait que, OK. Fait que, à part de ça, c'est tout fini pour la journée, c'est ça que c'est? Oui, c'était 1h30 OK. qu'on avait. Mais tu vas l'avoir enregistré. Puis, tu sais, dans le fond, si tu as des questions par la suite, tu contacteras la personne qui faisait la présentation directement. OK. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Si vous venez dans le nord de l'Ontario, vous arrêterez. C'est bon, tu y vas-tu, toi, Nicolas? On risque d'aller faire un tour. Ouais. La dernière fois, la tarte aux fraises était super bonne. Ah oui, tant mieux. Ouais. Ah ben, salut. 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 Donc, ça complète. On va rester quelques instants pour vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.